Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Tout simplement, le podcast où on parle de la vie après un cancer du sein. Salut Julie! Bonjour Geneviève! Hey, nouvelle saison, troisième saison. Es-tu fébrile? Tout à fait. Toi? Oui. Je sens que oui, là. Oui, j'avais hâte de reprendre mon micro, en toute honnêteté. En fait, juste pour faire un petit aparté, là, on commence notre troisième saison. Pour ceux qui nous suivent, ou pour nos nouvelles auditrices qui écouteront notre première et notre deuxième saison, l'année passée, on avait commencé notre deuxième saison et si vous voyez qu'il y a juste 4 épisodes, c'est normal. Puis je vais l'expliquer, en fait, c'est qu'on avait débuté à peu près à ce moment-ci. Oui, même période. Même période l'année passée. Et ça coïncidait avec l'écriture de mon deuxième livre, en fait, qui est sorti le 27 septembre, 26 nouvelles nuances de rose. Et c'est quand même un projet fastidieux, l'écriture, pour ceux... qui ne le savent pas, puis c'est quand même un... Pour toi, Julie, qui a participé à mon premier tome, c'est des tonnes d'entrevues, des rendez-vous pour des photoshoots. Fait que ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. De gestion d'entreprise, fallait que je donne du temps à ma famille aussi et à mes proches. Donc, c'est pour cette raison que juste 4 épisodes, mais... 4 épisodes super intéressants. On a eu Lulu Hughes qui est venu. Donc, je vous invite à les écouter. Pareil, mais aujourd'hui, on débute en force notre troisième saison avec une invitée, avec, je vous dirais, un pedigree important, impressionnant. Et aujourd'hui, on parle de l'impact émotionnel et psychologique, en fait, les conséquences d'un diagnostic de cancer sur la santé mentale. C'est un sujet qui peut toucher tout le monde, en fait, autant pour la personne atteinte, Julie, que les proches. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça avec Mélanie Richard. Mélanie Richard qui a beaucoup de chapeaux, dont elle est infirmière clinicienne spécialisée en santé mentale et en toxicomanie. Elle est psychothérapeute, elle est conférencière, formatrice et auteure. Elle a sorti un livre cette année qu'on va vous parler. Donc, bien voilà, fait qu'on va parler vraiment, on a parlé de la santé mentale avec elle. Donc, c'est avec Mélanie qu'on va partir notre troisième saison. Le podcast est, comme toujours, commandité par Simplement Moi. Oui, mon entreprise, en fait, qui est une boutique spécialisée de produits post-mastectomie pour les femmes qui ont eu un diagnostic non seulement de cancer du sein, mais que suite à la chirurgie mammaire, vous avez besoin des besoins particuliers, des besoins spécifiques, dont des prothèses mammaires externes. J'ai les maillots de bain spécialisés, les soutiens-gorge spécialisés. Et nouvellement, depuis cet automne, je suis également spécialisée pour le lymphœdème, tout ce qui est lymphœdème thoracique ou au niveau du membre supérieur, qui est une condition médicale qui vient... malheureusement, parfois après le retrait des ganglions. Là, donc, on n'ira pas dans ce sujet-là, mais bref, j'ai décidé de poursuivre aussi avec cette condition médicale-là parce que c'est relié, les deux. Donc, j'ai également les manchons et tout ce qui est les produits pour le lymphœdème. Simplement Moi, c'est une boutique spécialisée privée qui est sur rendez-vous, mais c'est aussi je fais aussi le service à domicile. À domicile, oui, pour les gens qui sont en mobilité réduite ou qui sont en traitement ou qui ne peuvent pas tout simplement sortir nécessairement pour aller qui n'ont pas de voiture ou peu importe la raison. Je desserre quand même une grande région qui est disponible les régions sont mentionnées sur mon site web au www.simplementmoi.com et bien simplement Moi, oui, c'est aussi une boutique en ligne. Donc, si vous restez à l'extérieur et que vous avez besoin de produits spécifiques adaptés pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Les informations sont toutes sur mon site web, comme on mentionnait, au www.simplementmoi.com. Donc, on part sur ce beau podcast. Ben oui, bonne saison, Geneviève. Bonne saison. Bye bye. Bye, bye.
Salut Julie! Bonjour Geneviève! Salut Mélanie! Bonjour! Tout d'abord, bienvenue. Comme dans l'intro, je mentionnais, aujourd'hui, on a une invitée de choix avec un large pédigree pour parler de notre sujet. Aujourd'hui, on va parler en fait de santé mentale. On va parler de l'impact psychologique et émotionnel, les conséquences d'un diagnostic de cancer. Je devrais dire de maladie, mais aujourd'hui, pour les besoins de la cause, on va parler plus de cancer. C'est ça, les conséquences sur la santé mentale. Et aujourd'hui, Mélanie Richard, que je vous introduis, tu es, écoute, t'as un pédigree quand même impressionnant. Tu es quand même infirmière, clinicienne, spécialisée en santé mentale et toxicomanie. Tu es psychothérapeute. Tu es formatrice, conférencière, auteure. Bref, pour le sujet, je crois que t'en connais quand même un bon bagage. Donc, on est très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Quand on a un diagnostic, la vie change, la vie est bousculée. Aujourd'hui, je trouvais ça important d'en parler parce que depuis 13 ans, moi, je reçois en consultation des femmes dont leur vie bascule du jour au lendemain. C'est encore tabou, même encore en 2024. Je trouve que le côté santé mentale, les gens sont mal à l'aise face à ça. Donc, aujourd'hui, on va en parler un petit peu plus en profondeur, mais comme je disais, on va parler plus au niveau suite à un diagnostic de maladie telle un cancer. Oui. Mélanie, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui est déclenché suite à un événement post-traumatique comme ça, suite à un diagnostic de cancer, par exemple? Bien, premièrement, avant de répondre, je veux dire un gros merci pour l'invitation, en fait. J'apprécie énormément. Puis, pour faire suite à ce que tu dis, moi, il y a une des choses qui est super importante, c'est la déstigmatisation. En fait, justement, d'enlever seulement les diagnostics, pas enlever le diagnostic en tant que tel, mais la stigmatisation, l'étiquette en lien avec le diagnostic, puis pour aider le plus possible de gens. Donc, je suis contente que vous m'offrez cette opportunité-là aujourd'hui parce que oui, on va parler de la santé mentale en lien avec le diagnostic. On va essayer de mettre ça le moins tabou possible aussi. Oui, parce que c'est encore, comme tu dis, très, très tabou. Puis beaucoup de gens ont tendance à stigmatiser la personne qui est atteinte. Ben oui. Mais puis, il faut vraiment faire la part des choses. C'est important, là, ce qu'on parle. Oui, exactement. Fait qu'un gros merci pour l'invitation. J'apprécie. Ça fait plaisir. Pour répondre à ta question, en fait, qu'est-ce qui est enclenché? Bien, premièrement, c'est un événement qui est, pour qu'on dise un trauma, mais c'est un événement qui est traumatisant pour la personne, dans le sens que ça touche à son intégrité, soit physique, psychologique ou les deux. Puis, ben, c'est parce que les gens ont aussi la peur de mourir. Oups, j'accroche le micro, j'espère que c'est correct. Donc, il y a la peur de mourir aussi. Puis, c'est vraiment cet événement-là marquant. Il y en a plusieurs. Ça peut être un viol, ça peut être une attaque à main armée, mais ici, ce qu'on va parler aujourd'hui, on va se concentrer vraiment en lien avec le cancer du sein qui touche autant le physique que le psychologique, puisque le sein, ou les seins de la dame, puis tous les impacts aussi psychologiques, là, on n'ira pas nécessairement dans la sexualité puis ces choses-là, mais autant le regard de la femme par rapport à son propre corps, la féminité, la sexualité et tout, son estime de soi. Puis évidemment, il y a la peur de mourir aussi qui peut être attachée à ça. Surtout quand il y a aussi les opérations, les traitements qui s'ensuivent. Je l'ai, mais l'opération. Ouais. Dis-moi, Mélanie, je pense qu'il y a une différence entre troubles mentaux et santé mentale. Tu peux-tu nous aiguiller là-dessus? Je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, fait que je vais te laisser... J'adore parce que c'est important de défaire cette question qui a de l'air simple, mais souvent les gens ne savent pas la réponse. C'est quoi la différence entre santé mentale puis troubles mentaux? Bien, premièrement, santé mentale, on en a toutes. On a toute une santé mentale, comme notre santé physique. C'est super important d'en prendre soin aussi. Autant que la santé physique, ça fait un tout. Un individu, on est un être à part entière. Donc, la santé mentale, on en a tous une. Quand on tombe dans le trouble mentaux, mais dans le fond, c'est quand on peut arriver quand on arrive à un diagnostic de santé mentale. Là, je suis là avec mes petites guillemets, parce que j'aime moins ça, les diagnostics, les étiquettes, mais par exemple, quand on arrive avec une dépression, quand on se rend à la dépression, là, ça serait un diagnostic en santé mentale, donc un trouble de santé mentale. Donc, voilà. C'est vraiment la différence. Puis, c'est pas seulement juste... en fait,
aujourd'hui, c'est sûr, c'est pas un cours à l'université là, qu'on fait. Là, je vais essayer de vulgariser. Le but, c'est pas de mettre un diagnostic, mais pour monsieur et madame tout le monde, dans le fond, quand notre santé mentale, elle a un impact autant au niveau de l'humeur, au niveau de nos pensées, au niveau de nos comportements, au niveau de notre fonctionnement, qu'on devient de moins en moins fonctionnel, quand ça a un impact, bien, c'est là qu'il faut se poser des questions. Il y a peut-être quelque chose qui se passe. Puis là, bien, c'est là que le médecin va regarder si on se tend vers un diagnostic quelconque. Est-ce que tu dirais, si je comprends bien, un trouble de santé mentale, ça pourrait être relié suite à un choc ou suite à un événement, comme tu disais, trouble de l'humeur, tout ça. Et, mettons, une schizophrénie pourrait être plus un trouble mental parce que c'est un diagnostic précis qui n'est pas nécessairement relié à un choc, mais qui vient, en fait, suite, des fois, je ne sais pas, là, si je ne veux pas m'avancer, mais si ça peut être héréditaire ou quoi que ce soit, est-ce qu'on peut les classifier un peu comme ça pour les séparer? J'aime ta question. J'aime ta question, puis je trouve ça le fun que vous me demandez ça parce que c'est des questions que monsieur, madame, tout le monde se pose. Puis, aussi, ce qui est important, tu sais, je suis là depuis au début du podcast, je dis je veux défaire la stigmatisation, mais pour défaire ça, les étiquettes, les jugements, ben c'est d'apporter l'information, d'apporter de la clarté. Ta question est excellente, puis dans le fond, les diagnostics pour avoir un trouble, là, c'est pas juste schizophrénie, je vais vous en nommer plusieurs, il y a schizophrénie, dépression, trouble d'anxiété généralisée, donc pas juste l'anxiété qui est normale, qu'on vive toute l'anxiété, c'est quand c'est plus au quotidien, envahissant, on appelle ça un tag. Donc, il y a la bipolarité, c'est tous des troubles au niveau de la santé mentale. Puis pour, sans vous donner tous les détails de chacun, tout ça est dans un livre qui s'appelle le livre DSM-5. En fait, c'est le livre qu'on se fie en santé mentale, les médecins, les psychiatres, pour donner les diagnostics. Puis dans ça, là, il y a des critères, évidemment. Pour plus les catégoriser. Oui, exactement. Okay. Puis selon les critères, l'atteindre, bien là, on arrive à un trouble. Donc, c'est pas juste je décide comme ça, OK, ça ressemble à une dépression. OK. Bien, merci d'avoir parce que c'est un mot, santé mentale, ça fait peur, en fait. Puis, comme tu dis, il y a beaucoup de stigmatisation et il y en a beaucoup qui ne veulent pas nécessairement parler d'un diagnostic qu'ils ont eu par peur de se faire juger. Fait que je trouve ça bien qu'on fasse vraiment la différence vraiment entre les deux pour peut-être que la personne se sente, pouvoir peut-être accepter plus un diagnostic puis ça fasse moins peur là, tant qu'à leur émotion, l'impact émotionnel et psychologique qu'ils vivent là, sur le moment présent. Toi, Julie, écoute, on va parler de toi, si tu veux bien. Julie, tu as eu pas un, mais deux diagnostics de cancer du sein. Tu as eu ton premier diagnostic 2017? Oui, ça? 2017. Et tu as eu une récidive moins de 5 ans après. 2020. Donc, l'impact a été énorme des deux côtés. Mais peux-tu nous en parler? Est-ce que ça a été... pas pareil, mais est-ce que ça s'est ressenti de la même façon? Est-ce que tu as vécu les mêmes étapes pour chacun des diagnostics que tu as reçus? En fait, je dirais, Geneviève, ça a été différent parce que c'est sûr que le premier, c'est la surprise. Puis moi, j'ai appris plus tard que ça a été un choc post-traumatique que j'ai eu parce que dans ma tête, c'était pas ça. Là. Mais c'est vrai, comme tu disais, Mélanie, que le mot cancer, dans notre tête, c'est mort. Là. On est dans le bureau du médecin. Tu sais, l'image de la chaise qui tombe par en arrière, c'est exactement ça qui se passe. Puis là, on oublie ce qu'il nous dit, fait qu'on sait plus c'est quoi le grade de notre cancer, c'est quoi ci, c'est quoi ça. On sort de là en disant c'est injuste, pourquoi moi? Tu dois tout comprendre ce que je dis là, Mélanie. Là, on arrive avec notre famille, puis on essaie d'expliquer, mais on n'a pas toutes les réponses. On a à peine compris ce qui se passait. Fait que, tu sais, il y a la peur, il y a vraiment plein de sentiments qui se mélangent, je te dirais. Après ça, tu essaies de vivre avec ça, de comprendre les traitements, ce qui s'en vient, etc. Puis malheureusement, souvent, on oublie les gens autour de nous qui le vivent à leur façon, mais quand même qui ont un degré important parce qu'on est tellement prise dans notre boule d'émotions que des fois, on oublie. Tu sais, je me souviens, les gens me disaient tout le temps « Comment ça va? » Mais je peux pas vous le dire comment ça va. Je le sais pas. Mais en même temps, les gens n'osaient pas demander, mettons, à mon fils ou à mes parents « Mais comment vous allez? » Parce que c'était pas non plus nécessairement automatique. Donc, je dirais qu'on passe dans des montagnes russes. Là, c'est vraiment le cas. Je serais même pas capable de décrire le cycle là, qui peut se passer. Mais tandis qu'au deuxième, c'est du déjà vu. Mais là, la peur est encore plus élevée parce que tu sais que si tu appelles puis qu'il faut que tu sois accompagné pour aller à l'hôpital,
pour le premier rendez-vous, tu dis, c'est parce que c'est un diagnostic, là. C'est pas juste pour me dire que tout va bien. Tu sais, il y a plein de choses que ton cerveau se rappelle. Il y en a d'autres qui a mis de côté. On disait ça tantôt. Hein. Il y en a d'autres ton cerveau veut effacer des choses. Mais il y a plein de points de repère puis des petites lumières qui s'allument, là, puis qui se disent, oh, on s'en retourne là. Fait que, sois prête. Puis c'est ça. Par après, il y a quelqu'un, à un moment donné, un médecin qui me dit, oui, mais vous avez eu 2 chocs post-traumatiques, là, suite à ça. Ah, j'ai dit, ben c'est vrai. Hein? C'est pour ça que je me suis sentie peut-être comme ça, là, dans tout cet événement-là. Effectivement. Ça fait beaucoup, 2 back-à-back, là, un après l'autre. Là. Oui. Bien, je suis contente que tu en parles parce que y en a qui vont beaucoup refouler. Hein? En fait, ils vont vouloir être la superwoman, ils vont vouloir... mais, tu sais, quand on parle de santé mentale, là, on parle du choc du diagnostic. Mais il y a tout le côté... puis moi, ce que je vois, là, c'est peur de récidive. Ben oui. Il y a tous les troubles anxieux, comme on parlait tantôt, reliés aux finances, aux problèmes de couple, aux problèmes familiales. Tu sais, avec des jeunes enfants, c'est tout un autre aréa, là, je veux dire, à négocier, pas à négocier, mais à faire face, en fait. Toi, Mélanie, on parlait là, des personnes, des proches aidants. Je vais les appeler les proches aidants, là, les personnes qui accompagnent les personnes qui ont eu un diagnostic. Les personnes qui ont un diagnostic, souvent, là, je veux le verbaliser d'une bonne façon. Aurais-tu, toi, selon ton expertise, des choses observables, des comportements observables qu'on pourrait tenter de vouloir regarder chez la personne pour essayer de la soutenir davantage? Parce que, comme je disais, moi, après 13 ans, ça fait quand même 13 ans que j'accueille là, des femmes qui ont le cancer du sein. Il y en a beaucoup que je vois là, sur le moment vont dire « OK, je vais être positive, je vais être là pour les gens autour de moi, je ne vais pas montrer que ça m'atteint. » Ils affrontent les traitements, puis je les revois quelques mois ou l'année d'après et elles me confient là, qu'elles ont eu une dépression, elles ont mis un genou à terre parce que là, c'était trop pour elles. Puis quand tous les traitements sont terminés, c'est là que ça tombe. Et puis, mais c'est comme une petite bombe à retardement. As-tu des trucs qu'on pourrait peut-être dire « Ah, ça s'enligne pas bien » ou il me semble que je sens qu'elle n'est pas pareille, je devrais peut-être la soutenir en lui donnant peut-être des trucs ou quoi que ce soit. C'est un peu difficile pour la personne, parce que là, tu me parles des proches, dans le fond, tu sais, le conjoint, conjointe, les enfants ou les amis. Des fois, c'est difficile aussi qu'ils vont percevoir les signes qu'on va nommer, mais parce que je trouve que pour les deux, ils vivent des situations. Puis souvent, comme tu as mentionné, Julie, les proches sont mis de côté. On pense pas de demander aux proches comment ils vont. Fait que là, tu es en train de m'expliquer comment que la personne qui le vit, qu'est-ce qu'elle ressent, mais il y a la personne aussi à côté. Fait que les deux vivent des choses. Les deux, c'est difficile. Mais c'est sûr que je vais nommer des éléments, mais aussi des solutions, là, des pistes de solutions, parce que pour moi, c'est surtout ça aussi l'important, puis pas oublier le proche, parce que lui aussi, il vit des choses, puis ils sont mis de côté. Ils se sentent impuissants aussi, tellement, puis nous, on ne sait pas quoi faire non plus, là, comme pour les rassurer ou quoi que ce soit. Vraiment. Fait que il y a des phases, tu sais, des phases tu sais, comme il y a les phases de deuil, les phases d'acceptation qui fait que la personne, on peut un peu voir de l'extérieur, OK, là, il y a eu le déni, il y a eu la colère, puis moi, je peux aider de cette façon-là. Ou mais je vais y aller encore plus simple. OK? Je vais y aller bien simple. On aime ça. On va y aller simple. On aime ça simple. Tes questions sont super bonnes, mais je vais essayer de vous l'expliquer pour que ça soit vraiment simple. Puis le but, là, c'est pas oublier qu'on est tous des êtres humains, puis on est tous différents, on est tous uniques. Puis là, dans la situation, on a la personne, la dame qui a le cancer du sein, qui a le diagnostic, puis il y a le proche, peu importe qui, parent, enfant, conjoint, ami, qui vit aussi des choses. Puis c'est toujours, je dirais, le changement de comportement. Parce que peu importe les phases, pas besoin d'apprendre les phases du deuil par cœur. Oui, puis taper là dans Google, on va trouver les phases, bon, le choc, le déni, bon, tout ça. C'est facile à trouver. Mais, tu sais, de tout le temps se rappeler, c'est qu'est-ce qui se passe, où ce que la personne elle devrait être. Puis il n'y a pas de où ce qu'elle devrait être. Moi, j'aime pas ça. Chaque personne vit
ce qu'elle vit différemment à sa façon, la situation. Fait que c'est différent pour chaque personne. Moi, ce que je suggère tout le temps, c'est de regarder les changements de comportement. C'est là qu'on voit qu'il y a une différence. Si la personne, par exemple, notre proche, que ce soit la personne qui a le diagnostic ou le proche, que là, tout d'un coup, s'isole, tout d'un coup, est plus irritable. C'est tous des changements de comportement qui, normalement, n'est pas là. C'est pas juste une journée, bon, OK, ça peut arriver qu'on a un moment que... Il faut les vivre, oui, ces moments-là. oui, c'est important, c'est la vie. Important. Oui, c'est la vie. Je parle pas c'est... du quotidien. Exact. Oui, mais là, tu sais, ça perdure. Ça fait plusieurs jours que là, la personne, on voit qu'elle a plus d'irritabilité, de la colère. Vraiment, là, allez-y dans les changements de comportement parce que c'est vraiment tout le temps selon la normale de la personne. Ah, là, il y aurait quelque chose. Puis moi, je poserais la question, ça va, y a-tu quelque chose? Puis c'est tout le temps, tu sais, au-delà du changement de comportement, parce que si on le ramène aux phases, tu sais, il y a des phases, c'est toutes des phases normales exemple du deuil, que tu faisais allusion. Mais les phases du deuil, c'est pas un cycle qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, c'était... Julie, elle approuve. Non. On peut faire 2, on vient... Ouais. C'est vraiment... Fait que c'est pour ça que je dis toujours aller selon la personne. Tu sais, c'est vraiment... Chaque personne, c'est différent, puis c'est pas linéaire. Puis l'important, peu importe, que ce soit à l'annonce du diagnostic, que ce soit une phase du deuil, peu importe, c'est de se permettre de vivre le moment, de vivre ce qu'on vit. Fait que ça soit la personne qui a le diagnostic ou le proche, c'est de se permettre de vivre ce qu'on ressent, puis de laisser remonter, que ça soit la colère, mais de se permettre d'être en colère, que ça soit de la tristesse, de se permettre de pleurer, puis d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup au niveau des émotions. Je pense que tu en faisais allusion, Julie. Puis là, je voyais que tu essayais d'en nommer, puis tu sais, il y en avait beaucoup. Ça défilait trop vite dans ma tête, là. C'est ce que je voyais. C'est ce que je voyais. Puis en même temps, comme tu nommais Geneviève, tu sais, quand tu dis, ben je les vois après 1 an, c'est comme une bombe à retardement. Moi, ce que je vois, c'est les émotions, justement. Les émotions à travers tout ce qu'ils ont vécu, qu'au lieu de le vivre, c'est tout le temps enfoui, gardé à l'intérieur, que ce soit parce qu'on se comprend pas, que ce soit pour justement être la femme forte, que ce soit pour pas être qui était l'autre. Ben les émotions, elles disparaissent pas quand on fait juste les garder à l'intérieur, puis à un moment donné, ben c'est ce que ça fait. Ça explose, puis donc, quand ça explose, tu me dis une bombe à retardement, ça peut être une crise de colère, ça peut être, on peut glisser vers une dépression, ça peut être l'anxiété qui est de plus en plus présente, peu importe. Mais des clés, je pourrais suggérer, ou des suggestions, des conseils, c'est au fur et à mesure de se permettre de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Comment je me sens? Puis de prendre le temps de se demander, aujourd'hui, comment je me sens? Ça va-tu? Tu sais, vraiment, là, pas, ah oui, ça va, pas juste ça va, oui. D'enterrer un peu. Oui, tu sais, on est habitué, comment ça va, non. Comment je vais, là? J'ai-tu de la colère en dedans? J'ai-tu de la tristesse, de la peine? Puis de se le permettre de le vivre, puis de se le permettre de le nommer aussi, de le ventiler, de le verbaliser, que ça soit un ami, un proche, même les groupes de soutien super importants sont là pour ça aussi. Là. Puis c'est un autre type d'aide. Tu sais, comme tu parlais de moi au début de la rencontre, au niveau de mes diplômes, mes expertises. Oui, c'est un type d'aide, mais Julie aussi est un autre type d'aide avec le vécu expérimental. Expérimental. Mais niveau expérience. Oui, c'est ça. Pas expérimental, non. Mais fait que c'est un autre écoute, c'est un autre type d'aide, mais sont toutes aidantes. Puis l'important, l'être humain a besoin d'être reconnu, d'être entendu, de vivre les émotions. C'est vraiment des éléments hyper importants. Fait un autre élément, tu sais, quand tu disais, mais tu sais, quand je disais des changements de comportement, y a-t-il des choses à regarder? Je dirais encore plus, pas obligé de savoir quelle étape du deuil ou quelle phase qu'on est rendu, comme y a-t-il l'isolement aussi? Parce que ça aussi, pour moi, ça, c'est un red signal flag. d'alarme. Ouais. Un signal d'alarme. Si la personne est rendue qu'elle s'isole, là, tu sais, je les pose les questions. Est-ce que vous voyez encore vos amis? Est-ce que vous faites encore des activités? Est-ce que quand vous arrivez à la maison, vous isolez de votre conjointe, les enfants, les proches? Parce que ça aussi, c'est un signal d'alarme que ça va moins bien. Parce que ça, c'est humain, là. C'est un signe observant. Oui, c'est ça qu'on va avec le niveau d'énergie aussi. Là, oui. Tu sais, des fois, ça peut aller bien ou pas. Puis, pour faire du pouce sur ce que tu disais, Mélanie, tantôt, de vivre le moment présent ou de se le permettre de nommer les émotions, quoi que ce soit. Moi, à un moment donné, j'ai appris de dire, je vais vivre ça un jour à la fois.
À un moment donné, ça allait un petit peu moins bien. OK, on est rendu 1 heure à la fois. À un moment donné, ça allait encore un petit peu moins bien. C'était 1 minute, puis c'était 1 seconde à la fois, là, tu sais, puis c'était comme, là, je me sens comme ça. Fait que les gens, au lieu de me demander comment ça va, je leur demandais de me dire comment tu te sens aujourd'hui, comment tu te sens maintenant. Parce que je peux être bien là ou moins bien, mais dans 1 heure, ça va changer. Fait que des fois même, moi, j'avais de la misère à répondre au début, là, comment je me sentais. Il a fallu que moi-même, je me pose ces questions-là pour aller chercher les bonnes réponses. Puis comme tu dis, c'est rassurant pour les gens parce que tu dis, ah, ben, aujourd'hui, c'est moins bon, ou il y a ci, il y a ça. Fait que je sais, je vais juste l'aider à passer cette journée-là ou à passer au travers de cette émotion-là. Fait que c'est vraiment aidant, en tout cas. Oui, puis merci de le spécifier parce que c'est vraiment ça. C'est pas juste de comment ça va. Tu sais, tantôt, quand je disais la question comment ça va, puis le truc de ramener dans le moment présent, puis aussi petit qu'on est capable, puis qu'on est capable de se sentir bien. Puis c'est comme ça qu'on passe à travers les difficultés. Puis à travers ce que tu viens de nommer, ce truc-là, il est puissant parce que tu te ramènes, toi, à te demander comment tu vas. Puis il y a l'autre personne qui est là pour écouter. Tantôt, quand je disais de ventiler, de pouvoir parler. Puis de faire ça te permet de vivre ton émotion, puis de la nommer. Puis de ne pas vivre ça tout seul aussi. Tu sais, des fois, on se casse la tête, mais comment je peux aider? Comment je peux être là pour l'autre? Comment je peux faire pour l'autre? Oui, parce qu'on veut tous aider, mais des fois, ce que je peux voir, c'est qu'on peut nuire plus qu'on peut aider. Fait que, tu sais, de voir, c'est pour ça que je te parlais de clés ou de solutions. Puis, tu sais, chacune est propre, on a chacun nos solutions, mais tu sais, puis là, je vais me faire l'avocat du diable. Moi, j'ai des clientes qui n'aiment pas aller sur des groupes parce qu'ils trouvent ça négatif, ils ne veulent pas rester là-dedans, tout ça. Qu'est-ce que tu conseilles, mettons, à quelqu'un qui dit « Non, moi, je ne veux pas aller sur ces groupes de soutien, tout ça. » Est-ce que tu conseilles un journal de bord, l'écriture, la lecture? Quelle autre piste de solution qu'on pourrait peut-être mentionner puis de trouver la bonne qui nous appartient? Oui, parce qu'on est tous uniques, on est tous différents. Fait que c'est vraiment de trouver quelque chose qui nous appartient puis adapté à nous. Parce que oui, c'est vrai, il y en a que les groupes, ça les intéresseront pas par gêne ou quoi que ce soit, mais moi, j'encourage fortement de l'essayer. Parce que quand on n'a pas essayé quelque chose, on ne peut pas savoir si on aime ça, de l'essayer au moins, puis au pire, s'ils n'aiment pas ça, c'est correct. Puis il y en a plusieurs aussi groupes, puis il y en a aussi, c'est pas nécessairement présent, ça va être des groupes d'échange. Exemple, il y en a plusieurs sur Facebook, que ça va être des échanges clavardés, qu'on dit. Oui. J'ai peut-être de la misère avec les termes. Mais bon, c'est pas nécessairement en présence, mais celui-là, je le suggère beaucoup parce que ça a vraiment une puissance, ça a vraiment un aide puissant d'avoir quelqu'un qui l'a vécu. C'est une chose. Si ça fonctionne pas ou la personne ne veut pas, peu importe la raison, c'est correct, il faut se respecter. L'important, c'est vraiment de pouvoir extérioriser les émotions, comme on disait tantôt, de ne pas garder ça en dedans. Non, parce que c'est une charge émotionnelle importante. Oui, vraiment. Tu sais, c'est un... Puis on s'entend, ces personnes-là sont déstabilisées. Ils vivent des émotions qui, bien souvent, ils n'ont jamais vécu avant. Là. Bon, ils ont vécu du stress comme tout le monde, mais avoir un diagnostic de cancer, c'est une charge émotionnelle tellement importante. Puis, tu sais, tantôt, on parlait, du diagnostic en tant que tel. Mais ce que moi, je retiens, c'est que, puis là, je vais peser mes mots. Souvent, ce que je vois, c'est que le diagnostic, c'est une chose, c'est une charge émotionnelle, mais l'impact émotionnel, des fois, est tellement plus grand que la maladie en tant que telle. Là, je dis pas que la maladie n'est pas importante, mais la maladie, souvent, ce qu'on me dit, Geneviève, je suis opérée, c'est terminé, on me traite. Mais le après, d'avoir de l'anxiété, d'une récidive, le moindre, j'ai mal à la tête, j'ai mal ici, les sentiments, le refoulement d'émotions qui revient, qui remonte à la surface. Les problèmes financiers, comme je disais tantôt, qui fait un stress, ça n'arrête pas. Fait que, tu sais, ça fait juste s'accumuler tout le temps. Oui, exactement. Fait que c'est important, dès le début, de mettre en place des choses en lien avec les émotions, parce que, tu sais, on parle, tu dis, je comprends ce que tu essayais de dire, tu sais, les émotions, c'est intense par rapport à la maladie, mais il y a tellement d'émotions. Juste à la base, quand on revient tantôt, quand tu nommais, quand tu apprends le diagnostic, c'est un choc, là. Tu sais, tu dis, genre, on reçoit, puis c'est comme on n'entend plus rien, c'est un choc, je vais-tu mourir, c'est la peur de mourir. Fait que déjà, là, ça, c'est des émotions assez intenses, là, la peur de mourir. Ensuite, toutes les émotions qui s'ensuivent sont tout le temps intenses, là. Il y a de la tristesse, de la colère. C'est pas juste, je suis pas contente aujourd'hui, c'est de la colère, là. Des fois, pourquoi ça peut aller jusqu'à la rage. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Oui. Pourquoi encore moi? Oui, c'est ça. Fait que c'est beaucoup la tristesse, l'inconnu, c'est tout
un Du mélange. déni. Oui. Il y en a que c'est du déni. Oui. C'est comme, non, ça peut pas être, Oui. c'est pas moi, ça peut pas m'arriver. Ou j'étais en santé, je mange bien, je fais du sport. C'est ça. Ça peut pas m'arriver. Pourquoi moi, là? Fait que c'est énorme. Puis pour nommer que ces émotions-là, mais c'est énorme en tant qu'émotion. C'est un mélange de plein d'émotions et intense. Puis c'est au quotidien. Si on revient à ce que tu disais tantôt, des fois, j'allais aux secondes, je vivais ma seconde. Fait que c'est pas, OK, aujourd'hui, à 5 heures, c'est terminé, je pense pas à ça. Non, c'est tout le temps. Fait que c'est pour ça que je reviens à l'importance des émotions, puis de parler, puis des trucs que je peux vous donner. Je vais en donner plusieurs. Puis chacun a modulé pour soi. Fait que c'est important de pouvoir en parler. Fait que si on n'aime pas parler, que ce soit dans un groupe, si on veut pas en parler à notre conjoint, ça peut être une amie, ça peut être une ligne d'écoute, ça peut être des fois, c'est moins confrontant. Si la personne dit « Ah non, je suis pas à l'aise présentement d'en parler à quelqu'un » ou de le nommer, c'est difficile. Puis il y a des gens aussi pour qui nommer les émotions, c'est difficile. Parler, tout simplement s'ouvrir. Fait que moi, je suggérais d'écrire. Parce que l'écriture, c'est autant thérapeutique puis c'est autant aidant que de nommer les choses. Fait que l'important, c'est vraiment que ça sort. Il y en a que ça va être au niveau de l'art, il y en a qui vont dessiner, qui vont peindre, il y en a qui vont écrire des chansons. Donc, l'important, c'est que ça sort. Il y en a peut-être que même des fois, ça va être à frapper, tu sais, quand c'est la colère, puis ils ont besoin que ça sorte, ça va peut-être de se défouler ou de frapper. Quand je dis frapper, là, pas frapper n'importe où, là, mais... Non, mais mon oreiller, elle a de l'expérience. Exactement, justement. Merci, Julie, de le Quelqu'un qui peut pas avoir partager. d'incidence. Oui, parce que là, j'ai l'air la violence, frapper. Non, mais ça Merci, fait Julie. tellement du bien parce que... De sinon- sortir ce trop-plein-là, finalement. Oui, exact. Exact. Puis c'est le truc que je donne. L'oreiller, frapper dans l'oreiller, mettez plusieurs coussins sur le lit, sur le divan, puis frapper vraiment, extérioriser ça pour pas que ça s'accumule. Décharger, finalement. Oui, Dans le fond, peu importe, faut que ça sorte, faut pas garder ça à l'intérieur de nous. Puis, un petit truc aussi, un autre que je donnerais, tantôt tu parlais du journal de bord, ce que j'aime suggérer, c'est au quotidien, prendre le temps de se demander comment je me sens aujourd'hui. Puis vous pouvez même vous faire un petit, tu sais, quelques questions. Comment je me sens? Pas obligé, tu sais, les émotions, ça peut être dur à identifier. C'est pas obligé de dire je suis triste, je suis en colère, juste me sens pas bien, pas bien. Puis on peut même se mettre une cote sur 10. Mettez-le selon vos barèmes, là, je sais pas, mettons qu'on parle du stress. Je suis stressée, 0, je suis pas stressée. J'ai mon premier 10. traitement de chimio aujourd'hui. Je suis stressée, je suis anxieuse, ça va À pas combien bien. sur 10? Je vais te dire pourquoi j'aime de mettre des chiffres, là. C'est parce que, mettons, là, je me dis, OK, là, je suis à 9 sur 10. OK, ben, je vais écrire pour ventiler. Je vais faire des exercices de respiration. OK, je suis rendue à 8 sur 10. Fait que, oui, je suis pas à 0 sur 10. Mon stress, mon anxiété n'est pas partie. C'est sûr, je m'en vais faire un test ou un examen ou un traitement. Mais par contre, 8 au lieu de 9 sur 10, ça l'a diminué. Donc, ça a eu un impact, puis ça m'apaise un petit peu. Donc, ça l'aide aussi. Puis c'est tous des éléments, ça a l'air banal, mais il y a plein d'éléments psychologiques en arrière de ça. Ça aide aussi à se donner le pouvoir sur ce qu'on vit. Tu sais, quand on est dans tu pourras me reprendre si je me trompe, Julie, mais tu sais, on a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir dans ça. C'est injuste. La vie nous a foutu ça. Pourquoi moi, je vis ça? C'est injuste. J'ai pas de pouvoir dans ça. Là, je dois faire les traitements, peu importe, selon ce qui se passe. Mais d'être capable de reprendre le pouvoir sur soi, sur son bien-être, sur sa santé, ça fait que c'est pas banal. Juste quand je vous dis, bien là, OK, j'étais à 9 sur 10, mon stress, puis là, il est à 8 sur 10, bien ça m'aide inconsciemment que, OK, je suis capable de reprendre du pouvoir sur moi. C'est-à-dire qu'on a pouvoir sur quelque chose aussi infime que la façon qu'on peut changer les choses au niveau de ses émotions. On n'a pas de pouvoir sur le diagnostic, sur les traitements qu'on reçoit, sur comment qu'on va, les effets secondaires, pas de pouvoir là-dessus. Mais ce que j'entends, c'est que le fait d'avoir un pouvoir de dire, OK, garde-moi ce truc-là, m'aide, je vais redescendre, j'ai le pouvoir de pouvoir m'apaiser moi-même, de trouver une solution. Malgré tout ce qui se passe, là, puis quand je dis ça, je banalise pas puis je minimise pas ce qui se passe. T'sais, le but, c'est d'essayer de voir où est-ce que j'ai du pouvoir, où est-ce que j'ai du contrôle, où est-ce que je peux prendre quelque chose qui va m'aider, moi, autant dans les perceptions, les croyances, la gestion des émotions, notre bien-être. Fait que, tu sais, les petits trucs. Puis si les gens veulent pas l'utiliser, le calculer sur 10, c'est pas grave. C'est juste des petits trucs que, inconsciemment, on se dit pas nécessairement j'ai du pouvoir, mais ça va faire cet effet-là. Ça augmente la confiance en soi qu'on est capable d'avoir un impact. Fait que ça peut aider de se faire un petit journal, puis ça peut être aussi de se nommer l'énergie. Mon énergie est à combien aujourd'hui sur 10? 0 sur 10, parce que
aussi, ça permet de s'observer puis de voir, OK, aujourd'hui, je suis plus fatiguée, j'ai moins d'énergie, je suis plus préoccupée, mais je vais faire attention où est-ce que je vais mettre mon énergie parce que ça aussi, ça a un impact sur notre humeur puis comment on se sent. Pour répondre à ta question, Mélanie, moi, je disais tout le temps dans ma tête, là, puis je savais pas que ça avait un lien avec tout ça, là, tu me l'apprends un petit peu aujourd'hui, mais je me disais, moi, j'ai 50% des choses que c'est la médecine qui va m'aider, c'est les traitements, je vais suivre les recommandations, les médecins, etc., ce qu'ils me disent, mais j'ai 50% sur comment moi, je vais le vivre aussi, comment je vais me lever le matin, est-ce que je vais être de bonne humeur, qu'est-ce que je vais faire pour ma santé mentale ou mon moral, tout ça. Fait que j'ai toujours dit que dans ma tête, ça se séparait en deux. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à monter la montagne, si on peut dire ça comme ça, puis après à continuer. Mais souvent, les gens me disaient, comment tu fais? Tu sais, un éléphant, ça se mange pas à une bouchée, là. Ça se mange en plein de petites bouchées. Puis là, aujourd'hui, tu décides laquelle que tu peux te permettre en fonction de ton énergie, puis du moment, puis tout ça. Puis tantôt, tu parlais, Geneviève, tu sais, la veille d'un traitement ou quoi que ce soit, la première chimio, écoute, on dort pas de la nuit, là. Ça, on dort sûr. pas de la nuit. Il n'y a pas de truc pour ça. Ça doit être super anxiogène, là. Je l'ai pas vécu, moi, mais à force d'avoir plein de témoignages au fil des années, je sais que c'est un moment très anxiogène. Là, ça. Exact. Puis moi, ce que j'ai fait, naturellement, tu sais, les gens m'avaient emmené des cartes, des choses, des souhaits. J'ai lu ça toute la nuit. Toute la nuit, j'ai juste pris mes cartes. J'ai fait un beau planche avec ça. Puis je garde tout ce monde-là est avec moi aujourd'hui. Là. Fait que ça me fait encore quelque chose d'en parler. Oui, c'est ça, j'allais dire, ça te rend ému. C'est puissant, hein? C'est puissant, ce que je disais tantôt, d'avoir nos proches alentour de nous, ça a un impact de ne pas s'isoler. Non, c'est le contraire, juste l'émotion que ça te fait vivre présentement. Là. Puis j'avais beaucoup de collègues de travail ou de gens qui étaient près de moi, mais des gens aussi que je côtoyais juste ici comme ça. Puis de voir que tout le monde était là en même temps, là, c'était la beauté de la chose. Oui. Mais tout le monde va comprendre pourquoi je me sens comme ça en ce moment. Mais c'est beau, puis merci de le partager, de le vulnérabiliser, puis de le montrer parce que c'est puissant d'avoir les gens autour de nous. Ça a un impact. Même si tu étais toute seule cette nuit-là. Oui, j'étais vraiment toute seule cette nuit-là. Oui, effectivement. Parce que dans ce temps-là, tu n'étais pas avec Stéphane. Non, puis mon fils était chez son père, fait que j'étais toute seule à la maison. Fait que, puis tu fais quoi? Quand tu dors pas de la nuit, là, tu peux pas appeler grand monde. Là, tu peux pas. Tu veux pas déranger non plus les gens, fait que tu le vis à ta façon, mais ça a donné une boost d'énergie puis de pouvoir passer au travail. Puis quand je suis arrivée au traitement le lendemain matin, l'infirmière m'a dit comment vous avez fait? Bien, j'ai juste passé ma nuit debout à parler à tout le monde, mais j'ai juste pris tout ce que ces gens-là... Tout l'amour que les gens t'avaient signifié. C'est ça. Wow. Tout simplement. Ouais. Mais on trouve chacun notre façon, là, derrière ça. Oui. Ah, c'est vraiment important, les proches, l'amour, le soutien, savoir que les autres sont là. Ouais. Puis je reviendrai à ce qu'on disait tantôt, tu sais, les proches, ils savent pas quoi faire, ils veulent faire quelque chose. Mais oui, parce qu'ils sont très désemparés, eux autres aussi. Oui, hein. tellement. Puis ils vivent la tristesse aussi, ils vivent d'autres, tu sais, toutes ces émotions de colère aussi, de déni, un autre degré, mais quand même, il ne faut pas négliger ça aussi. Oui, puis des fois, on cherche, puis on veut faire, on veut aider, puis on sait pas quoi faire, mais souvent, c'est simple. C'est juste d'être là, d'aimer l'autre, d'accueillir l'autre dans ce qu'il vit. Puis quand je dis accueillir l'autre dans ce qu'il vit, si aujourd'hui, tu es en colère, ben je t'accueille dans ta colère. Tu peux ventiler, me dire que tu n'es pas contente, puis ça n'a pas d'allure. Puis juste accueillir avec beaucoup d'amour, sans jugement, ce que la personne vit, ça fait un impact énorme. Tout à fait. C'est vrai. Au deuxième, à la récidive, Geneviève, Stéphane était dans ma vie, puis il me disait tout le temps, mon épaule est là. Oh, c'est beau. Tu sais, je sais pas quoi faire d'autre, mais... Ben juste ça, c'est quelques mots, mais qui fait que tu pouvais t'appuyer sur quelqu'un, peu importe l'émotion que tu avais. Je pense que c'est important pour ceux qui accompagnent de juste de dire, regarde, je suis là si tu as besoin de moi. Effectivement. Tu sais, peu importe la façon, si tu veux décharger une colère, si tu veux pleurer, si tu veux, je suis là. Tu sais, parce que je pense que c'est le soutien que chacune a besoin. C'est super important. C'est vraiment important. Puis te donner des bons trucs aussi, parce que je crois qu'il y a le... Puis aujourd'hui, je voulais qu'on regarde aussi le volet, parce qu'il y a deux volets. Il y a la personne qui a le diagnostic, mais il y a toutes les personnes alentour. Mm-hmm. Parce qu'eux autres aussi, là, ils ont des risques. Ils ont des risques
d'avoir une dépression ou parce que souvent ils sont là en soutien, mais eux autres Ils répriment. accumulent. C'est ça, ils accumulent puis ils répriment leurs propres émotions pour pas impacter la personne. Puis je le vois souvent, c'est des personnes qui sont très présentes, qui sont très... c'est comme le deuxième cerveau, hein, souvent. Tout à c'est fait, ce qu'on ben oui. dit, pour toutes Vraiment. les rendez-vous. La personne, elle a comme une charge, en plus de faire fonctionner le quotidien, la maison. Tu sais, ils ont tout ça. Fait que eux autres aussi, il faut en prendre soin parce qu'eux autres aussi, ils ont des risques fait que, tu sais, en fait, eux autres aussi, ces trucs-là pourraient être bons. Effectivement. Oui. La personne, mettons, un conjoint ou un enfant, ou, tu sais, des fois, moi, j'entends de mes clientes qui ont des jeunes enfants, puis ils n'en parlent pas beaucoup. Puis j'ai une de mes clientes que je trouvais ça bien, elle lui faisait faire des dessins à ses enfants, puis elle disait, bon, là, aujourd'hui, là, je veux que ce que tu ressens à l'intérieur, regarde, si tu veux pas me le dire, c'est correct, fais un dessin. Je vais comprendre. Tu sais, je trouvais ça beau comme truc. Puis elle était capable d'un peu gager l'émotion, l'état émotionnel de ses enfants, puis, tu sais, d'amener des solutions, des livres, tu sais, pour expliquer la maladie, parce que tout dépendant de l'âge, hein, on s'entend. Un enfant de 12 ans ou une petite puce de 3 ans, ça sera pas pareil, mais, tu sais, c'est important de pouvoir, comme tu dis, extérioriser. C'est le mot, hein, extérioriser. Puis l'adaptation, tu sais, comme là, tu dis, des jeunes enfants ou ados, tu sais, je trouve que c'est là aussi la force des groupes de soutien parce que, de par leur vécu, d'autres personnes vont pouvoir partager. Bien, moi, avec mon enfant, j'ai essayé tel truc. Puis d'ailleurs, ce que tu viens de nommer, Julie, par rapport aux cartes que tu as lues, bien, ça peut être aussi un truc à donner de, justement, dire aux proches, bien, ça peut être même, là, c'était des cartes ou même ça peut être littéralement un livre, que dans le livre, chacun écrit un mot, puis dans des moments que ça va moins bien, bien, ou qu'on est stressé ou un traitement ou quelque chose qui s'en vient, de relire ces mots-là parce que les gens sont pas tout le temps disponibles, sont pas tout le temps là. Des fois, ça peut être plus la nuit aussi, le soir, que ça l'arrive parce que bien là, on n'est plus préoccupé, on n'est pas au travail, on n'a plus ces silences dans la maison. Donc là, souvent aussi, c'est là que ça va repartir plus. Ça peut être aidant d'avoir les mots de nos proches. Là, puis aussi, je rajouterais je trouve que ça faisait suite à ce que je suis en train de dire par rapport au journal, quand je disais d'écrire au quotidien comment on se sent, puis de noter ce qu'on veut. Puis je rajouterais, moi, dans ça aussi des petits éléments de gratitude ou des choses qu'on est content de notre journée. Je disais tout le temps en 3. Amener un élément positif, en fait. Oui, puis de vraiment de s'acheter un livre, puis vraiment au quotidien de faire ça. Parce que ça permet de s'observer, ça permet de ventiler, ça permet d'extérioriser des choses au lieu de l'enfouir à tous les jours. Puis je rajoute des éléments de gratitude, des éléments qu'on est content de notre journée ou un petit bonheur, pour avoir aussi des éléments positifs, pour amener nos pensées, notre attention aussi sur des bonnes choses, parce qu'il n'y a pas juste du négatif dans la journée. Puis en plus, bien, des moments que ça va moins bien, bien, il n'y a pas seulement les mots que tu as mentionnés de nos proches, mais de regarder, ah ben oui, mais tu sais, ça va quand même bien, mais oui, mais là, j'ai réussi telle chose. Fait que ça reste un outil, ce journal-là, qui peut être aidant, puis positif à plusieurs niveaux, au niveau du moral, de l'humeur. Quand on est dans une phase plus dépressive, plus down, que c'est plus dur, ça peut nous aider à passer à travers ces petits moments-là, surtout quand des fois, c'est les minutes qui sont longues. Ça nous aide à voir les belles choses aussi. Puis quand je dis des éléments de gratitude ou de bonheur, il y en a peut-être qui vont dire, ouais, mais là, c'est pas évident dans ce temps-là de voir des belles choses, là, tu sais. Mais ça peut être aussi banal que, ben aujourd'hui, j'ai bu mon petit breuvage préféré, ou mon petit-fils m'a appelé, j'ai vu son beau sourire, ou des petites choses, là, les petits bonheurs, là. Faut pas regarder des feux d'artifice, là. C'est sûr que les feux d'artifice, ça a un impact, mais si plus qu'on est capable de regarder les petits bonheurs dans notre journée, les petites choses qu'on a, la gratitude, ben c'est prouvé scientifiquement, en fait. C'est pas juste des trucs que je donne comme ça, mais c'est prouvé scientifiquement qu'au niveau de notre cerveau, ça a des impacts. C'est comme un facteur de protection. Ça nous aide à se ramener plus dans le positif, de voir les choses autrement. Ça nous aide aussi de nous éloigner de la dépression. Puis c'est sûr que c'est normal d'avoir des moments plus down. Puis c'est pas juste de... Là, c'est sûr que c'est pas juste de se dire 2-3 choses positives dans notre journée que on va s'éloigner. Ça va changer, oui. Non, c'est ça. On va être la vie après ça. C'est ça. Mais c'est des petites choses tranquillement qui vont aider à passer à travers d'eux. C'est tout le temps juste pour aider. C'est souvent de réaliser que dans tout ce qu'on vit de négatif, il y a des petits bonheurs qu'on ne prend peut-être pas la peine
pas d'accueillir, mais qu'on réalise pas, mais qu'en l'écrivant, on se dit, finalement, aujourd'hui, ça, j'ai trouvé ça le fun, puis ça l'a apaisé mon anxiété. Ça l'a un peu changé mon mood de la journée. Puis c'est vrai, ce que tu dis, c'est de peut-être essayer de rééquilibrer un peu. Mais puis sans rééquilibrer, c'est parce qu'on vient tellement envahi, mais tu pourrais me confirmer ou ajuster si je me trompe, là, Julie, mais tu sais, on vient tellement envahi dans les pensées, dans comment qu'on se sent, même physiquement, tu sais, même si on essaie de paraître que tout va bien puis qu'on fait ce qu'on a à faire. Mais toutes ces émotions-là qu'on parlait tantôt, il n'y a pas juste les émotions, les inquiétudes, l'inconnu, qu'est-ce qui va s'arriver, mon corps, comment ça va être, comment ma vie, tout change, je sais pourquoi, l'injustice, tout ça, là, ça devient envahissant, là, c'est 24 sur 24 tout le temps là. Fait que ça roule, ça spin, tout ça. Fait que le pourquoi d'amener sur les petits bonheurs, c'est que ce petit temps-là, quand même, ça prend 2 minutes. Mais premièrement, on se pose la question, on amène notre attention ailleurs. Fait que ça diminue la tension pendant ce temps-là. Donc, ça aide à créer une petite feuille, un petit quelque chose pour aller vers autre chose. Plus vers après ça, pas pendant le cheminement du deuil, là, puis pas pendant la phase du choc, le déni, puis la colère, là, je veux dire, on trouvera pas la truc positif dans ce qui nous arrive, là, mais plus tard, ça va être plus facile aussi, ça va aider après tout ça, qu'est-ce qui ressort de ça de positif? Qu'est-ce que je peux ressortir de ça? Puis j'allais dire aussi, Mélanie, tu sais, les gens qui nous accompagnent, des fois, ils savent pas quoi faire dans tout ça, mais juste de poser la question, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, là, qu'est-ce que je peux faire? Tu veux, un bon truc, ça. Tu veux un café chez Tim Hortons, je vais aller te chercher. Oui. Tu veux manger de la lasagne ce soir, t'es pas capable de la faire, là, on s'entend. Fait que je peux te l'offrir. Des choses comme ça, là, puis c'est vraiment simple. Mais nous, quand on n'a pas ces questions-là, on n'est pas capable de le dire non plus. On y pense pas, on y pense plus. Vous êtes bien trop envahi dans tout ce qui se passe, là, puis c'est comprenable. Puis on a beaucoup de temps à penser. Oui. Beaucoup de temps à faire cette chose-là, ici. Moi, j'ai observé aussi, c'est que oui, il y a le diagnostic, mais c'est pas juste au moment présent, c'est que ça suit. Après, ça l'arrête jamais. Jamais. C'est comme toi, ça a été... en fait, après la fin des traitements, parce que beaucoup de gens de l'extérieur, quand je parle, mettons, avec des gens qui n'ont pas nécessairement eu un diagnostic, quoi que ce soit, souvent, ils vont dire, elle a fini ses traitements, elle peut reprendre sa vie. Elle a fini son combat. Elle a fini son combat. Oui, souvent, on entend ça, puis tu te dis, OK, non, mais il y a beaucoup de choses, ça continue. Malheureusement, il y a d'autres choses qui commencent. Tu sais, comme je disais, l'anxiété, de vivre d'autres émotions. Puis, je me rappelle une année, Julie, je sais pas, c'est dans une conversation qu'on a eue, toi puis moi, ou dans un podcast, parce que Julie, c'est mon amie. Tu m'expliquais que, tu sais, suite à la fin des traitements, souvent, vous êtes tellement pris en charge pendant un an que quand tout arrête, tout arrête. Quand le dernier son de cloche de la radiothérapie, tout est beau, on vous revoit dans un an. Hey, là, il y a des bouffées d'anxiété qui... OK, là, j'étais tellement pris en charge, là, il n'y a plus personne. C'est comme si tu perds ton équipe qui te soutenait, que tu savais que tu pouvais téléphoner, l'infirmière pivot, quoi que ce soit. Puis là, ça devient comme une autre sorte d'anxiété. Puis ça, j'aimerais ça que tu développes là-dessus parce que les gens, puis ça, je veux conscientiser les gens là-dessus, c'est pas... Il y a la maladie, les traitements, tout ça, mais il y a après aussi qu'il faut vraiment faire attention à notre santé mentale, là. Oui, bien, au début, on se sent un petit peu abandonné, Geneviève, tu sais, quand tu nommes ça, te dis, là, c'est le dernier traitement, c'est ça. OK, on va revoir le médecin dans 6 mois ou dans 1 an, mais on se dit, OK, moi, je peux vivre, là, qu'est-ce que je peux faire, là? Fait que, moi, j'ai trouvé, c'est de découvrir ce que je pouvais faire à ce moment-là avec ce que j'avais, tu sais, faire ce que je peux avec ce que j'ai, là. C'est un petit peu la philosophie que j'ai mis derrière ça, mais si aujourd'hui, j'ai l'énergie pour aller faire l'épicerie, si ça, ben je me le permets, puis si demain, c'est d'autres choses, ben je me permets à l'inverse de rester sur mon divan, flatter mon chat puis regarder ma télé, là, tu sais. Fait que, puis tranquillement, pas vite, je disais ça à Mélanie tantôt, on se reconstruit un nouveau soi. Moi, je l'ai appelé comme ça. Je sais pas si c'est bon mot, mais le Julie d'avant existait plus pareil. C'est une autre Julie, puis voici, puis ajuster les choses aussi. Le médecin m'avait dit, Julie, t'auras plus l'énergie d'avant, tu sais, mais si avant, t'avais 100%, puis là, t'en as juste 80, ben arrange ta vie avec 80. Donc, 80% au travail, 4 jours semaine, 80% dans tes loisirs,
80 % dans ta famille. Tu sais, tu peux plus être la personne là, qui va tout organiser puis qui va tout prendre en charge. Tu vas pouvoir prendre 80 % partage, tu sais. Fait que c'est comme ça. Je sais pas s'il y avait autre truc, Mélanie, par rapport à ça, mais... C'est magnifique. Puis, tu sais, quand tu dis, mon nouveau moi, le nouveau soi, peu importe le terme que tu utilises, c'est ça qui fait du sens pour toi. C'est important. Puis, tu sais, dans le fond, c'est de se redécouvrir, puis d'essayer. Puis là, je sais que c'est pas évident quand ça arrive, mais c'est parce que c'est toujours plus facile quand on y va avec le plaisir, avec de manière positive, c'est de faire comme... Puis là, c'est sûr, ce que je suis en train de dire, c'est après l'acceptation. Là, on s'entend, là, parce que... Puis l'acceptation, c'est pas facile à avaler. C'est un processus. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais mettons, c'est de voir comme, OK, là, maintenant, c'est ici. C'est sûr que, en fait, c'est des facteurs de protection. Quand on est capable d'avoir la résilience, l'adaptation, plus qu'on est capable de s'adapter, nos capacités d'adaptation sur des choses qui aident, de voir les choses différemment, de voir le positif dans ce qui est arrivé. C'est ça que je faisais allusion tantôt. Mais ça, c'est pas après 2 semaines, là. Mais tu sais, quand on est capable avec le recul, un peu comme tu me racontais tantôt, tu sais, maintenant, je suis capable de faire ça. Maintenant, j'aide les femmes de telle façon. Tu sais, quand tu m'en parlais tantôt, t'es contente, t'es fière de toi. C'est beau, c'est du positif, c'est des choses qui ressortent de la maladie, de ce que tu as vécu, sinon tu ne ferais pas ça aujourd'hui. Mais c'est sûr, 6 mois après le diagnostic, tu m'aurais pas dit ça comme ça. Mais non. Puis je t'aurais pas dit non plus, Julie, c'est quoi le positif de ça? J'aurais pas dit ça. Mais maintenant, après coup, aujourd'hui, tu es capable de le dire, puis c'est beau ce qui ressent de ça, c'est beau. Maintenant, fait que où c'est que je m'en allais avec ça, c'est de... Quand on est capable de voir comme, OK, ça a été une partie de ma vie, c'est mon histoire. Maintenant, là, je suis rendue à une autre étape. Puis quand je dis de voir le plaisir de le voir d'une façon positive, c'est OK, maintenant, aujourd'hui, je suis comme ça. Aujourd'hui, moi, c'est ça. Puis c'est de me redécouvrir, de redécouvrir mon nouveau moi. Moi, là, je suis comment? C'est qu'est-ce qui est capable? Puis de respecter notre rythme. Puis tout le temps, puis tout ce que j'ai dit tantôt, c'est encore bon, là. Comment je me sens aujourd'hui? Mon énergie est à comment aujourd'hui? Fait que d'avoir commencé ça depuis le début, c'est juste une continuité. Puis c'est juste sain, hein? Puis en passant, plus qu'on s'écoute, plus qu'on est capable de respecter nos limites, d'écouter nos besoins, respecter notre énergie, puis gérer nos émotions, plus qu'on s'éloigne de la santé mentale, les troubles de santé mentale, que ce soit la dépression et tout. Fait que c'est tous des facteurs de protection en même temps, ce que je nommais tantôt. Donc, de voir comme, OK, bien, je vais explorer qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce qui est possible pour moi, qu'est-ce que je vais faire de nouveau. Puis comme ce que tu fais aujourd'hui, Julie, c'est des choses complètement nouvelles que tu n'aurais pas faites avant. Puis c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Puis t'aides des femmes, t'accompagnes des femmes. Je trouve ça, wow, c'est des beaux cadeaux qui sortent de ça. Fait qu'il y a du positif qui sort de ça aussi. Fait que de le voir de cette façon-là. Parce que même si de dire j'en voulais pas, c'est pas ça que je veux, puis comment ça, puis ça c'est une phase qu'on passe, mais de rester dans ça tout le temps, ça nous tire vers le bas parce qu'on pourra pas le changer, c'est là, malheureusement. Donc, c'est pas quelque chose qui va aider avec le temps. C'est une phase à faire, mais bon, après ça, ça va être d'aller plus dans les phases dans lesquelles tu es présentement, qui sont beaucoup plus aidantes, puis d'avoir du plaisir à se découvrir avec nos limites qu'on a, notre rythme qu'on a maintenant, puis que c'est ça, puis de se trouver des plaisirs aussi. Je reviens beaucoup avec le plaisir puis les petits bonheurs, parce que c'est super important. C'est important d'avoir du plaisir, peu importe ce que c'est. Tantôt, tu nommais le café. Puis moi, ça, c'est mon petit bonheur. Moi, parce que même moi, je m'en ai trouvé un bonheur parce que je me suis dit, je veux me trouver un petit bonheur que peu importe où ce que je suis, que j'enseigne à l'université, que je suis avec un client, d'une conférence, n'importe quoi, mais c'est un café. Ça, c'est simple. Puis moi, le café, juste quand je vois mon café ou mon chai latte, pour moi, c'est associé à un petit bonheur. Fait que à chaque fois que je le prends, ça m'apaise. Fait que si je suis stressée, ça m'aide. C'est banal, c'est niaiseux, mais c'est un petit bonheur puis ça l'aide. Bien, tantôt, on parlait un peu, tu sais, il y a un genre de processus de deuil de « je serai plus comme avant », parce que c'est une acceptation aussi. Toi, en tant qu'experte, j'aime pas ça. Non, selon ton expertise, je vais dire ça comme ça, est-ce que tu crois que quelqu'un qui a vécu un trauma, tel un diagnostic de maladie, peut s'en sortir sans nécessairement consulter un psychologue, psychothérapeute? Là, je sais qu'il y a des différences entre vos secteurs. Là, on comprend la question. Mais est-ce que la personne peut s'en sortir ou, invariablement, d'avoir recours à de l'aide psychologique, ça peut juste les emmener dans la bonne voie ou les aider, les supporter? OK. Je comprends ta question. Est-ce qu'il faut absolument qu'on consulte? Est-ce qu'il faut absolument avoir un suivi en thérapie psychologique? Bien, ça, absolument, mais est-ce que c'est mieux?
Oui. Puis tantôt, quand tu as dit l'experte, là, pourquoi je dis ça? J'aime pas ça parce que oui, j'ai de l'expertise, oui, j'ai des connaissances, mais je pense jamais que j'ai la vérité puis la science infuse. Je ne crois pas à ça. Moi, là, j'y vais toujours avec la personne que j'ai devant moi, que ce soit un étudiant, que ce soit un patient, peu importe. Je vais avec la personne que j'ai devant moi. Je le répéterai jamais assez. On est tous uniques, on est tous différents, on voit les choses différemment, on perçoit les choses différemment, nos croyances, puis tout ça a un impact. Fait que moi, je vais vraiment avec la personne devant moi, puis c'est la personne devant moi qui a les réponses. Un peu comme qu'on disait tantôt, ben demande-moi qu'est-ce que... Si tu sais pas quoi faire pour m'aider, demande-moi quoi faire. Tu sais, jamais j'aurais pensé de te faire une lasagne. Puis, clairement, c'est la lasagne qui t'aurait fait plaisir. Oui, exact. Exact. Fait que c'est toujours comme ça. Fait que c'est pour ça que je dis, j'aime pas être dans la position de l'experte parce que dans le fond, moi, je vais chercher l'information chez la personne. Et là encore, là, pour répondre à ta question, est-ce qu'on a besoin tout le temps de l'aide psychologique? Est-ce que c'est nécessaire? Pas nécessairement. C'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon. Parce que là, on discute beaucoup aujourd'hui de quand c'est mal reçu, je dirais, quand que c'est... je sais pas trop... je veux pas dire des mauvais mots, puis je veux pas dire des mots pour blesser. Je vais juste plutôt donner un exemple, OK? J'ai déjà rencontré une cliente parce que c'était pas... En fait, c'est une connaissance. Ça n'a pas été une cliente, puis c'était une jeune, puis au contraire, elle était... OK, elle ne sautait pas de joie d'avoir un cancer, pas du tout. Je suis pas en train de dire ça, puis je suis pas en train de dire qu'elle n'a pas eu toutes les phases du deuil, de l'acceptation et tout ça, sauf qu'elle n'a pas eu besoin d'aide psychologique parce que elle, sa mère a déjà eu un cancer et sa mère s'en est sortie et s'en est très bien sortie. Il n'y a pas eu de catastrophe. Ça s'est bien passé comme expérience et elle, comme proche, comme fille, elle a vu que ça s'est bien passé, le résultat aussi. Fait que pour elle était, puis j'en avais parlé, pour elle est convaincue que ça allait bien se passer. Elle était convaincue, oui, ça va pas être facile, oui, ça va être difficile, oui, je vais vivre toutes sortes de choses, mais elle est convaincue qu'au final, ça va bien se passer. Puis ça s'est bien passé aussi. Fait que ça avait une référence. Oui, c'est ça. C'est ça. D'où je reviens encore. Pourquoi l'importance de parler à des gens qui ont vécu la même situation? Parce que ça peut être aussi un facteur de protection. Quand on entend des histoires, des situations que ça s'est bien passé, malgré toute l'ampleur de ce que c'est, là, je ne veux pas banaliser, mais que le résultat se passe bien, que la personne s'en sort, qu'elle réussit à être heureuse après, qu'elle réussit à, je dis refaire sa vie, mais je fais allusion à ce qu'on disait tantôt de le nouveau moi un peu. Donc, c'est des choses qui sont super encourageantes, qui aident aussi à défaire les fausses croyances des fois, parce qu'on a des croyances comme je m'en sortirai pas, ma vie va avoir de l'air de quoi, je réussirai plus rien. Fait que ça aide, ça donne beaucoup d'espoir aussi aux gens. Fait que par rapport à cette dame-là que je fais allusion, elle avait pas, puis elle n'a pas eu besoin de soutien psychologique. Fait que c'est pas une nécessité. Mais c'est sûr que ça aide pour toutes ce qu'on a parlé, que ce soit au niveau de la gestion des émotions, que ce soit l'anxiété, peu importe si on pense qu'on glisse vers la dépression, c'est sûr, c'est aidant. Je donnerais comme ligne directrice là, de s'écouter. Puis si on voit, c'est pas compliqué, si on ressent le besoin, allez-y. Tout simplement. Parce que aussi banal que ça peut paraître, parce que pour chaque personne, on ne le vit pas de la même façon. Puis, moi, j'ai pas eu de diagnostic là, de cancer, tout ça, mais j'ai vécu quand même un choc post-traumatique. J'ai été dans les inondés de Sainte-Marthe sur le lac. Ça a été un choc vraiment pour moi. Mais pour le moment, tu sais, au départ, j'étais, moi, dans je vais m'en sortir. Puis je banalisais beaucoup mes émotions dans le sens que moi, mes clientes, ils ont un cancer, c'est pire. Tu vois, fait que je comparais beaucoup les émotions, puis faut pas faire ça, hein, parce qu'on vit toutes nos émotions très différemment. Puis, mais moi, j'ai consulté. J'ai consulté parce qu'une année, j'ai dû mettre un genou à terre et me dire, regarde, là, c'est envahissant. J'ai eu des pertes. Puis, on parle pas de pertes financières, c'est des pertes émotives, là, de choses que fait que, tu sais, les pertes peuvent être très différentes. Le processus de deuil sur certaines choses peut être très différent. Mais moi, d'aller consulter, je voulais aller consulter quelqu'un qui était en dehors de mon cercle, qui me connaissent pas. Fait que les conseils qu'on me donnait, c'était, je sais pas comment l'expliquer, mais dans le sens, c'était neutre. Exactement. C'était neutre. Fait que il y avait pas de parti pris, il y avait pas de, fait que c'était plus facile pour moi d'aller voir quelqu'un de l'extérieur qui connaissait pas mon vécu d'avant. Fait que la façon qu'elle m'amenait, puis elle me posait des questions pour que moi-même, je m'auto
pas je m'auto-évalue, mais j'auto-évalue la situation, puis j'auto-évalue mes émotions, mes sentiments. Mais elle me connaissait pas de l'extérieur. Fait que pour moi, ça, j'ai trouvé ça... génial, je veux dire ça dans ce cas-là, d'avoir cette aide-là, qu'elle puisse m'accompagner. Puis je crois que je suis peut-être revenue même plus forte après, dans le sens qu'elle m'a donné vraiment des clés pour du stress ou dans un cas où je reviendrais dans une détresse. On va parler d'une détresse psychologique pour d'autres événements. Moi, c'est la lecture. C'est beaucoup, tu sais, on a chacun nos moyens. Fait que moi, ça m'a permis de pouvoir... moi, c'est pas un cancer, mais j'ai quand même eu un choc post-traumatique par rapport à ça. Fait que je trouve ça bien aussi tu sais, quand on consulte, des fois, ce qu'on veut la vie peut-être de quelqu'un d'autre de notre cercle. Parce qu'on trouve que des fois, notre cercle, tu sais, il y a des gens envahis, eux autres aussi, ça les touche. C'est pas le même rôle non plus. Non. Puis, fait que non, pas une obligation, mais oui, une suggestion, si les gens sont ouverts. Je dirais surtout s'il y a des signaux alarmants, allez-y, consultez. Exemple, l'anxiété prend trop de place, crise de panique embarque. Si au niveau du fonctionnement, ça va moins bien, on n'est plus capable de dormir, l'alimentation. Dès qu'on voit qu'il y a des choses au niveau du fonctionnement, c'est trop envahissant, on a de la difficulté au travail, faire nos tâches à la maison, c'est important d'aller consulter, aller chercher de l'aide, pas attendre trop longtemps. Parce que plus qu'on attend, plus que les impacts sont grands, plus c'est difficile. Puis en fait, l'aide, tu sais, quand tu dis je ressors plus forte de là, tu sais, si je reviens à moi, qu'est-ce que j'offre dans mes soutiens, dans les rencontres, tu sais, dans le fond, c'est ce qu'un proche peut pas nécessairement faire parce que ça fait partie de la thérapie, je pourrais dire, là. C'est d'amener la personne à s'observer un peu plus puis de trouver ses propres stratégies puis développer tout ça. Fait que c'est ça qu'elle t'a aidé, accompagné à faire. Puis non seulement de t'observer, savoir comment tu fonctionnes. Oups, OK, quand je m'isole un peu plus ou quand je n'ai plus le goût de faire ça, bien, c'est un signal, il y a de quoi qui va pas. Puis trouver tes propres stratégies qui fonctionnent. Tu sais, toi, tu parlais de la lecture, peut-être qu'il y a un autre personne, ça ne fonctionnera pas. C'est pas important de se découvrir. Fait que plus qu'on s'écoute, plus qu'on se découvre, plus qu'on ait des stratégies aussi, des choses à mettre en place. Dans ce temps-là, quoi faire pour se sentir bien puis aller mieux que ça aille, plus qu'on s'éloigne des éléments de la santé mentale. Fait que si les gens ne sont pas ouverts, ou du moins, je pourrais même suggérer juste d'aller voir, juste d'aller consulter. Puis des fois, là, juste avec l'impact de tout ça qu'on parlait tantôt, juste les émotions, juste d'aller juste ventiler, juste d'aller dire qu'est-ce qui se passe, peu importe qu'est-ce qui se passe dans votre tête, là, juste d'aller le nommer, sans aucune attente, puis vous verrez qu'est-ce qui se passe, puis on ressort tout le temps avec des trucs aidants spécifiques à soi, là, en fait. Si quelqu'un voudrait te rencontrer, consulter avec toi, c'est quoi la démarche ou comment tu voudrais que les gens puissent te rejoindre ou... pour venir, en fait, par courriel. Par courriel, c'est la plus facile. M'écrire un courriel, puis là, en fait, je vais pouvoir communiquer avec la personne pour donner un rendez-vous, voir en fait la situation, qu'est-ce qui se passe. Puis regarder ça ensemble. Peu importe que ça soit parce qu'il y a de l'anxiété, que ça soit de la détresse. Oui, parce qu'on doit le dire, tu es spécialisée, là, on parle de santé mentale, mais tu as une spécialisation en toxicomanie aussi. Tu sais, tu as plusieurs chapeaux. Tu as ton bureau privé. Oui. À Montréal? J'en ai un à Boucherville, un sur la Rive-Sud, puis je fais aussi en ligne depuis la pandémie. Je l'ai conservé parce que j'ai des gens un peu plus loin. Oui. Puis j'allais justement dire, tu sais, c'est bon que tu le nommes, mais si on sent que la consommation prend de la place, tu sais, parce que peu importe, on est trop envahi par les émotions, on ne sait plus. Oui, parce qu'il y en a que c'est leur... ça va commencer juste un moyen, un petit verre de vin ou un petit verre. Puis là, à un moment donné, on voit que ça prend trop de place. Fait que ce soit la consommation, peu importe, ou l'automédication pour apaiser l'anxiété, que ça soit, on trouve que l'anxiété prend trop de place. Puis je veux le nommer parce que souvent c'est pas nommé, mais les idées suicidaires. Si jamais, parce que ça peut amener beaucoup de détresse aussi, tout ça. Fait que si la personne commence juste par des idées noires, peu importe, là, dès qu'on broye, c'est dans le noir, c'est dans le négatif, on a de la difficulté à avoir de l'espoir, à avoir le positif. Puis pas attendre là, d'avoir un plan de passer à l'acte, là, aller chercher de l'aide. Mais je vais le nommer, là. Le Centre de prévention du suicide, c'est un 866 appel, c'est un service 24/24, 7 jours sur 7, c'est confidentiel. Fait que d'appeler dès que ça va pas, c'est une ligne d'écoute. C'est important parce que c'est une autre chose que je trouve qui n'est pas assez nommée, la détresse psychologique. Puis on peut se rendre là à des idées suicidaires. Je le souhaite pas de tout mon cœur, mais c'est important de le nommer pour que les gens aient des outils. Fait que, voilà, je pense que j'ai... On peut te consulter. Puis,
juste avant, parce que là, on pourrait parler de santé mentale. Je sais. Oui, c'est ça, c'est pour ça dans ma tête, ça se fait, puis je suis comme, non, ramène. Parce que c'est très vaste. Hein? On s'entend, la santé mentale, c'est très, très, très vaste pour travailler dans le milieu aussi. Donc, mais moi, je voulais aussi, avant que, parce que je veux qu'on parle de ton livre, avant qu'on termine le podcast, mais juste avant, je voulais qu'on parle de quoi? J'ai perdu le fil de mon idée. Ben, vas-y donc avec le livre de Mélanie. Oui, ben écoute, je vais revenir avec... ben oui, j'ai perdu le fil. Quand ça reviendra. Ben oui, on va s'adapter. Ben oui, non, on parlait de la santé mentale, puis on parlait oui, c'est ça, je voulais savoir. Tu donnes des conférences, tu es formatrice. Juste avant, c'est dans des entreprises, c'est des formations. Là, est-ce que c'est sur la santé? Okay. Ça m'intéressait ça, parce qu'il y en a peut-être qui sont... on s'entend qu'avec post-pandémie, hein, il y a eu, au niveau de santé mentale, ça l'a affecté énormément de gens. Je lisais cette semaine, il n'y a jamais eu autant de féminicides, de divorce, de plaintes, de séparation, peu importe. Et peut-être que... les dirigeants de compagnie, ils font appel à toi pour donner des conférences par rapport à leurs employés. Tout ça, j'aimerais ça que tu en parles un peu parce que c'est une de tes forces. Mettre plus de clarté. Oui, mettre de plus de clarté. Puis quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait, qui je sais pas, PDG d'une compagnie ou qui voudrait peut-être amener ce sujet-là qui est très délicat, qui est très tabou encore, de prendre le souci de la santé mentale de leurs employés. C'est super important. Je sais que tu enseignes à l'université aussi, mais tu vas en entreprise aussi, quand on s'était parlé. Effectivement. Ben merci de l'ouvrir. Oui, ben c'est ça que je cherchais. C'est important qu'on en parle. Oui, surtout avec tout. Puis c'est vrai qu'avec la pandémie, tout a augmenté. Donc, pour revenir à ce que j'offre comme service, j'offre des formations en entreprise, autant publiques que privées. Donc, les formations, j'ai module vraiment selon les besoins spécifiques de l'entreprise. Tu sais, quand je disais tantôt, j'y vais avec la personne devant moi, l'humain devant moi, mais l'entreprise, je fais la même chose. Je vais avec le groupe de personnes ou les groupes de personnes avec les besoins. Puis c'est sûr que tout ce qui est santé mentale, c'est mes forces, là, bien évidemment. Donc, que ça soit la gestion du stress, que ça soit l'anxiété, peu importe les éléments, justement, dépister la détresse ou quoi faire, justement, pour pas s'y rendre. Puis ça aide aussi à la rétention des employés puis de pas se rendre dans les arrêts de travail. Donc, c'est toutes des choses que je peux offrir en entreprise. Puis je vais vraiment moduler. Là, ça a l'air peut-être un peu vague, mais c'est vraiment... Toutes les sphères de santé mentale, on peut les aborder, mais je vais vraiment les moduler selon les besoins spécifiques dans l'entreprise. Puis ça a un impact direct parce que plus que les employés prennent soin d'eux, plus que l'anxiété, le stress est géré, plus qu'ils ont les saines habitudes, on n'arrête pas d'en parler, mais pas que ça. Il y a tellement d'éléments où est-ce qu'on peut avoir un impact. Bien, moins que les gens se rendent en épuisement, moins qu'il y a d'arrêt de travail, plus les gens se sentent mieux. C'est plate, mais moins que ça coûte cher pour l'entreprise. C'est sûr. On investit en prévention au lieu de... Oui, puis là, on quantifie au monétaire les arrêts de travail dans les entreprises, l'impact que ça a. Mais au-delà de ça, quelqu'un qui tombe en arrêt de travail, son bien-être, son énergie, l'impact sur elle, l'impact sur les proches à la maison. L'équipe, les impacts sont énormes. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire. Donc ça, c'est une chose que les entreprises pourraient communiquer avec moi, qu'on peut regarder puis moduler au niveau des formations, conférences, tout ce qui est possible. Puis je donne toujours, autant comme dans le livre, je donne toujours des trucs, des stratégies, mais vraiment spécifiques aux besoins du milieu. C'est super important. Là, pas juste du blabla. Ça, c'est beau, on ferait ça comme ça, mais concrètement. Puis moi, j'aime beaucoup, comme je fais avec mes clients aussi, c'est concrètement une action. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Là, aujourd'hui, pas, ah oui, il y a eu un beau petit PowerPoint, parfait, on a fait une formation, il y a rien d'appliqué. Non. À partir d'aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu peux mettre en application pour toi maintenant? Fait que j'ai beaucoup, ça, c'est... en fait, c'est non négociable. Dans mon approche, même avec mes clients individuels, toujours être dans l'action, puis dans le concret, puis dans le maintenant. Sinon, ben il n'y a rien qui change si on ne change rien. Il n'y a pas de résultat. Exactement. Puis quand je parle d'action, là, c'est vraiment des petites affaires, là, mais c'est important de faire des petites actions. C'est pas, OK, je me dépêche cette semaine, Mélanie nous a montré ça, on fait ça. Non, ça n'apporte pas de changement. C'est vraiment des petits changements au quotidien, tranquillement, lentement. On s'en rend pas trop compte, puis à un moment donné, oups, on voit tout l'impact, les bénéfices des changements. Fait que ça, c'est par rapport aux formations en entreprise. Là,
justement, avec la pandémie, genre tellement stress, anxiété. Les gens souvent, ils sont pas capables de différencier le stress et l'anxiété ou qu'est-ce que je fais avec ça? C'est bien beau que c'est ça. Puis j'ai réalisé aussi, même à travers... j'ai des vidéos YouTube, nouvellement une chaîne YouTube, ça aussi, je trouve ça spécial d'avoir ça, mais bon, parce que ça me rend inconfortable, ça me fait vivre l'anxiété. On va en parler tantôt. Ouais. Mais à travers même mes vidéos, j'ai reçu des commentaires d'inconnus me disant, tu sais, je vais partager un monsieur, entre autres, qui m'a dit, wow, tu sais, moi, j'ai fait une crise cardiaque cet hiver, puis il dit, mais là, à travers ton vidéo, j'ai réalisé que je me comprenais plus, puis j'étais isolée, mais c'est de l'anxiété. Fait que là, il allait consulter pour ça. J'ai jamais vu ce monsieur-là, mais juste de voir mon vidéo. Que ça va créer un impact. Oui. Ouais. Tantôt, quand je disais, c'est les connaissances. On n'a pas de connaissances. Les gens souffrent à cause de ça. Bien, juste ça a un impact. Fait que là, ce que j'ai réalisé, c'est que le stress, l'anxiété, c'est commun. Tout le monde a ça. C'est difficile à différencier puis quoi faire. Fait que là, j'ai fait une formation qui est nouvellement en ligne depuis cette semaine sur mon site Internet. C'est une formation que les gens peuvent tout simplement acheter. Puis, c'est plusieurs vidéos. J'ai fait des petites capsules vidéo. Donc, c'est des capsules entre 1 et la plus longue est 9 minutes. Là, entre 1 et 5 minutes. Comme ça, l'attention reste là. C'est pas 1 heure à écouter une vidéo sans interaction. Fait que c'est vraiment des petites courtes vidéos. Puis, c'est vraiment être capable de différencier c'est quoi le stress et l'anxiété, c'est quoi la différence entre les deux. Être capable aussi, moi, je suis beaucoup dans l'action. Fait que les gens vont être capables d'identifier, moi, c'est quoi mes manifestations? C'est quoi mes signaux là, que je vis du stress? Que je vais pas bien. Oui, que je vis du stress ou de l'anxiété. Je parle aussi de la crise de panique. Puis aussi, j'offre beaucoup de trucs puis des stratégies que les gens peuvent mettre en pratique. Puis surtout, ce qu'il ne faut pas faire, exemple, dans une crise de panique. Mais bon, c'est tout ça, c'est dans la formation sur le stress et l'anxiété là, qui est nouvellement en ligne pour monsieur, madame, tout le monde, pour essayer d'aider le plus possible. Bon, on mettra les liens sur notre site. Toutes les références. Avant qu'on finisse, parce que on va être encore ici demain matin, j'aimerais vraiment, justement, parlons-en de ton livre, tu l'as mentionné tantôt. C'est pour ceux qui nous écoutent par audio. Vous pourrez voir la page couverture là, de ton livre qui est Émerger de sa zone de confort, que j'ai lu en entier, que j'ai adoré. Parce que à travers ce livre-là, qui c'est du bonbon, là, ça se lit super facilement. Puis c'est par rapport à toi aussi, ton expérience suite à ton voyage en Afrique, hein, où ce que toi-même tu as eu à te questionner. Puis c'est pas parce que tu es psychothérapeute que toi-même tu n'as pas vécu certaines anxiétés, certaines peurs. Mais on parle beaucoup de sortir de ses pantoufles, hein, de sortir de sa zone pour, enlever ses croyances. Ben, en fait, que les croyances limitantes ne t'empêchent pas d'évoluer, de développer ton plein potentiel humain. Donc, je trouve ça vraiment génial. Puis c'est un livre vraiment à lire. On pourrait en parler longtemps, mais j'invite tous les gens à lire ton livre là, pour un peu, parce que tu donnes des astuces. Hein, à chaque fin de chapitre, on a des petits exercices à faire. Je trouve ça le fun, justement, là, d'aller, puis ça nous permet d'évoluer beaucoup en tant qu'humain. Fait que je trouve ça très bien. Fait que émerger de sa zone de confort, comme je disais, moi, c'est un des trucs que j'ai en période où je me sens moins bien, là, ben je lis des livres de même pour me remettre sa traque. Fait que ça en est un livre à lire. Fait que félicitations. En fait, des éditions, Performance Édition, on peut le trouver partout. Ton livre est disponible partout. Toutes les librairies, Renaud-Bré, sur mon site, partout. On va laisser les liens. Merci. Bien, merci Mélanie d'être venue partager tout ça avec nous aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Puis comme on dit, on va laisser tous tes liens, les références là, avec le podcast. Donc les gens vont pouvoir te rejoindre et en apprendre plus sur le sujet. Mais merci à vous deux de m'avoir invité. Oui, puis merci d'être venu normaliser, en fait, surtout, tu sais, la santé mentale, surtout qu'on mentionne ces deux mots-là, là, et on dirait qu'on vient inconfortable. Mais merci d'être venu normaliser, d'en parler aussi librement. Puis oui, comme Julie a dit, on va laisser toutes tes informations, que ce soit pour ton livre, la façon de te joindre, pour peut-être la formation hein, que tu parlais, je trouve ça génial. Pour ta chaîne YouTube, tes vidéos. Inconfortable, sortie de zone de confort. C'est bien, il en faut tout. Donc, merci beaucoup pour l'invitation, j'apprécie. Mais ça me fait plaisir. Que nous, on vous dit merci d'avoir été là pour notre premier épisode de la saison 3, puis on se retrouve dans un nouveau podcast. Bye bye.